Bonjour à tous et à toutes. Bonne soirée. Nous donnons quelques minutes à tout le monde de nous rejoindre. Mais entre-temps, je voulais vous faire savoir que nous offrons l'interprétation simultanée en français pour cette rencontre. Donc, il y a deux options, l'anglais ou le français. Et si vous cliquez sur l'icône en forme de globe, en bas de votre écran, vous pourrez choisir la langue de votre préférence. Bonjour à tous et à toutes. Christine Vinella, bienvenue à cette rencontre en septembre du réseau de santé numérique. Je suis vraiment emballé par ce que nous avons certaines petites remarques avant de commencer la séance. Nous offrons l'interprétation simultanée pour cette rencontre. Vous pouvez choisir l'option en la langue de votre choix en cliquant sur l'icône en forme de globe au bas de l'écran. Ceux qui veulent cliquer en anglais ou en français peuvent choisir leur langue préférée. Et d'autre part, nous avons une autre annonce concernant le réseau. Nous avons notre rencontre annuelle. Le forum de la santé mondiale aura lieu du 6 au 8 septembre 2021. Ce sera un événement virtuel. Encore une fois, cette année, nous avons eu notre première rencontre virtuelle l'année dernière. Et on a eu près de 2000 personnes qui ont participé de divers pays du monde. Donc, nous allons continuer cette même lancée. Nous allons élargir notre audience. Et les, les, les résumés, vous pouvez envoyer les résumés de vos interventions ouverts et on pourra les retrouver jusqu'au 20 septembre. Et les inscriptions sont ouvertes. On peut s'ouvrir un tout peu. Et quelqu'un de mon équipe vous donnera des détails dans le chat si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus. Donc, on est ouvert pour recevoir les abstracts, les résumés jusqu'au 20 septembre. La rencontre d'aujourd'hui a rapport à la numérisation des directives cliniques pour la prise en charge de décisions cliniques et sur les algorithmes, les méthodes dans le cadre de la prise en charge des maladies infantiles. Voici l'agenda que nous avons pour cette journée. Je vais passer à mon collègue Karel Pellet qui sera la modératrice du jour pour la séance. On a eu un programme très chargé. On est supposé être 1h de durer 1h30. Mais on a de belles présentations en vue. On aura une table ronde et la question-réponse. Il y a plusieurs panélistes et je suis excité de pouvoir être avec vous dans ce cheminement et de participer à cette communauté pratique. Donc, nous aurons une présentation sur les leçons apprises, sur le développement des directives qui vont. Il y aura aussi les smart guidelines de l'OMS qui seront partagées et un certain nombre d'autres organisations qui sont impliquées dans ce travail, qui font partie de la communauté pratique. Et nous aurons aussi d'autres intervenants. Sans parler davantage, je vais introduire Karel Pellet, Pine,
qui va être notre modératrice du jour. Donc, je te passe la parole, Karen. Merci beaucoup, Christina. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour et bonsoir. Merci. Bienvenue à cet événement sur la santé numérique et à la pratique. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je m'appelle Karel Pelé. Je suis euh, le, la, le responsable scientifique de haut niveau pour la santé numérique au niveau de Mind. Je suis intégré dans une partie de cette question depuis 3 ans. On veut partager la leçon que nous avons apprise sur le développement de systèmes d'aide à la prise de décision clinique dans le cadre des pays à faible revenu. Avant d'aller dans les résultats, je veux participer, pour vous donner un peu de contexte. Vous savez, les enfants de moins de 5 ans meurent encore de maladies préventibles. Et chaque année, pour la majorité de ces enfants dans les pays à faible niveau en Afrique et dans d'autres parties du monde. Si nous voulons nous voulons pouvoir traiter et diagnostiquer l'ensemble des enfants et développer des directives qui permettent de développer des directives et de qualité et guider les interventions et les ressources. Cette directive s'appelle la gestion intégrée des. Il s'agit d'une approche structurée et simple qui supporte la prise en charge, supporte l'identification et la classification des maladies et prenant les toux, les diarrhées, les fièvres, qui donnent les directives qui permettent de prendre en charge de façon. Il y a plusieurs questions, plusieurs mauvais diagnostics qui ont donné lieu à de vrais traitements et qui ont tué la vie des enfants. Nous voulons améliorer le suivi de la prise en charge avec et nous voulons pouvoir développer des systèmes de prise de décision supportés par. Et ceci permet d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un système de soutien pour le système à la prise de décision? Ce sont des outils qui guident les agents numériques étape par étape pour fournir des recommandations, des évaluations et des traitements adaptés aux informations qui des enfants. Pour des maladies préventives et des maladies curatives. Et le fait de traduire cet algorithme en logique de décision et de degré d'interprétation, ceci a donné lieu au développement de différents CDSS qui ont besoin. Et ces outils permettent d'améliorer la prise en charge et pour cela, un ensemble de professionnels se sont réunis. C'est ceci qui a donné lieu à la formation du groupe de travail sur la PCIME. Ce groupe de travail a été réuni par le Forum de la santé numérique mondiale et qui a fonctionné pendant les 3 dernières années. Ce travail comprend plusieurs acteurs du monde humanitaire et du monde académique, de la Croix-Rouge et une santé et plusieurs instituts et d'ONG et l'OMS qui vient de rejoindre le groupe de travail pour partager les travaux récents qu'ils ont fait dans ce domaine et qui permettent la traduction et l'adaptation de ces directives. Le but de ce groupe de travail, c'était de partager du contact sur la PSPME et l'objectif derrière chaque programme de partager le contenu des méthodes de processus de développement.
Ce travail a été accompli dans une série de travaux à travers de questionnaires semi-structurés et de collègues de commentaires. Ceci m'amène à présenter notre prochain sénateur qui est Claude Raymond. Claude Raymond, c'est un docteur, un médecin, elle méthodologiste qui sert de conseiller à MSF. Elle a de grandes expériences dans le développement et l'adaptation de contenus cliniques pour IAS et ISS pour la production de prise en charge, d'informations sur la prise en charge. Clotilde vous donnera une idée des résultats qui ont été accomplis dans ce domaine. Clotilde, vous avez la parole. J'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Je te remercie, Karel. Merci. J'essaie de vous guider à travers les résultats et les résultats qu'on a eus dans cette évaluation. Tout d'abord, nous allons présenter les 4 outils qui ont été comparés. Tout d'abord, le premier, c'est IDA, qui a été utilisé par faire des hommes. Ensuite, nous avons le semestre qui a été développé par Médecins Almanach, qui a été développé par Swiss et qui a été développé par Unisanté et Swiss. Comme je l'ai mentionné avant, tous ces outils partagent les mêmes objectifs, c'est-à-dire pour améliorer la gestion de l'évaluation de santé et ont été conçus par différentes organisations dans différents contextes d'intervention. Donc, ils ont des buts différents un petit peu. L'État a été développé par Terre des Hommes et pour améliorer la qualité des soins de santé, le conseil de capacité locale supporter des systèmes de santé. Elle a été pour passer à un niveau national. C'est un outil qui a été le plus grand qui a été déployé, le plus grand déployé le MSF qui a été déployé, qui est une organisation, une ONG qui travaille dans les gens, dans le but d'améliorer la qualité des soins pour les prises en charge pour les patients, pour augmenter les pratiques entre les personnels de santé qui sont dans différents pays, différents systèmes de santé, donc pour les permettre de harmoniser. Ce système a été déployé dans des systèmes Almanach a été conçu initialement dans un projet de recherche et ensuite a été déployé dans les contextes humanitaires avec le comité international de la Croix-Rouge et en collaboration rapprochée avec les pays qui cherchent aussi la prise en charge durable. Le dernier outil a été développé par pour explorer comment l'utilisation de nouvelles technologies de contrôle diagnostic de nouvelles formes de SIFS pour mieux améliorer la gestion des maladies. Tous ces outils ont été développés à différents moments et a développé plusieurs déploiements et la plupart d'entre eux ont été développés dans le cadre de larges partenariats. Dans ce travail, nous cherchons à comparer deux éléments, notamment les algorithmes et les contenus, c'est-à-dire comment le contenu, l'étendue et la structure de ces outils ont été ou sinon, il y a un petit différent dans le contexte dans lequel ils ont été utilisés. Ensuite, nous regardons aussi les processus que les organisations ont suivis pour développer ce contenu, pour regarder aussi quelles sont les sources de directives qui ont été utilisées et comment ils ont été documentés et quels ont été les contenus et comment on s'est assuré qu'il y ait des mises à jour régulières sur de ces outils. Tout d'abord, regardons l'étendue, la portée, le contenu de ces AMCE, c'est-à-dire intégré de manière facile. Il s'agit d'une stratégie qui a été lancée à la fin des années 90 par l'UNICEF pour prendre en charge la mortalité infantile élevée dans les pays à faible revenu. Et il y a eu
le but était de viser les principales causes de morbidité et de mortalité. Et c'est le principal outil clinique pour pouvoir faire le diagnostic pour identifier les principales causes de mort. Il y a eu des défis pour les travailleurs de santé pour intégrer aux recommandations objectives pour gérer les symptômes et les diagnostics qui n'étaient pas couverts dans le protocole. Et une, une moindre qualité de soins a été observée pour les problèmes qui ne concernaient pas les maladies infantiles. Et par exemple, dans les années 90, la première version des ANPI se concentrait sur la détection et le traitement des cas de malaria et l'évaluation des fièvres. En 2014, avec l'introduction du test rapide du diagnostic malaria, et nous avons décidé pour identifier les causes des fièvres, établir le diagnostic et comme ça proposer des traitements appropriés. Il s'agit ici de certaines alimentations qui ont rapport ou à la portée au contenu de ces outils. Maintenant, en regardant les quatre outils CDSS que nous avons regardés, nous avons identifié que les modifications qui ont été mises à jour dépendaient grandement du contexte, c'est-à-dire le type d'établissement sanitaire, les matériaux de travail, etc. La plupart des CDSS avaient dépassé leur taille, c'est-à-dire qu'ils ont pu couvrir plus large de syndromes et de symptômes pour proposer des recommandations pour la gestion et la prise en charge pour les enfants. Toutes les organisations mentionnaient que le but de cette extension de la portée devrait augmenter la prise en charge pour les enfants, mais devrait aussi améliorer et promouvoir l'adoption des outils par des agents de santé qui utiliser ces outils pour trouver le soutien dont ils ont besoin pour faire face aux diagnostics. Une autre raison, une autre justification pour étendre l'étendue de la pauvreté, c'est parce qu'elle a été perçue comme outil pour proposer des diagnostics complexes à travers des applications mobiles qui permettent de naviguer à travers les protocoles complexes au lieu d'utiliser du papier, et parce que la plupart des organisations qui ont utilisé ces GDS ont incorporé des contenus additionnels, et par exemple des symptômes, des diagnostics, des tests diagnostiques, des critères additionnels, dans le but pour améliorer la spécificité des diagnostics et pour pouvoir avoir de meilleurs traitements. Et ceci est de plus en plus vrai lorsque l'objectif de ces CDS n'est pas seulement d'améliorer la qualité des soins, mais aussi de promouvoir une meilleure décision, une meilleure prescription pour les clients. Parce que nous avons regardé aussi la structure. Pour souligner ici que la structure initiale du flux que nous avons présenté dans le livret, ce flux est très séquentiel et très linéaire. Il y a une page pour certains mots qui sont tous traités de la même façon et qui permettent de faire l'évaluation des questions à poser et des éléments à regarder et chercher la recherche de symptômes. Et ensuite, il y a une classification, il y a une évaluation, et ensuite, suivant la classification, et l'outil va proposer un traitement à donner. Cet outil a été conçu pour être utilisé également dans les salles de consultation pour les agents qui doivent travailler en différentes applications différentes maladies avec plusieurs enfants qui présentent plus de seul. Lorsque nous regardons maintenant le CDSS et comment nous avons implémenté dans la structure, nous devons nous rappeler que le but de cette CDSS, c'est de s'assurer que le processus de consultation est amélioré, que les agents de santé ne rateront aucune tâche clé et comme ça, ils vont permettre la mise en application des séquences de mise en charge et permettre d'améliorer les recommandations cliniques. En fait, tous les CDS que nous avons parlé aujourd'hui ont des structures. On modifie ces structures pour pouvoir
accélérer la gestion et l'évaluation et la gestion des maladies sérieuses pour qu'on puisse et les éviter s'il faut délivrer des traitements rapides de haut niveau pour les maladies infantiles. L'autre raison, c'est que pour pouvoir mieux intégrer les différentes composantes des évaluations, mais aussi et ils ont motivé le succès pour regarder que l'approche et l'étendue de ces modifications varient différents les autres outils. Il y en a qui restent, qui vont plus loin en essayant de suivre un flux régulier de consultation pour pouvoir grouper toutes les questions et grouper toutes les examinations pour le laboratoire et avant d'arriver au diagnostic. Donc, il s'agit de consensus sur les raisons pour lesquelles les organisations ont modifié la structure, parce que c'est très important de s'assurer que l'utilisation de l'application minimiserait la discussion et ne retarderait pas les consultations. Maintenant, si nous regardons les processus pour le développement de contenu clinique, nous avons identifié des étapes clés que nous avions tous à mettre en œuvre, certainement pour l'identification des besoins et des objectifs. Ceci vient aussi avec la sélection de la source, les directives, les recommandations. Ensuite, nous avons, après avoir défini ce qui nous demande, et développer des algorithmes lisibles par des hommes qui doivent être validés par des groupes d'experts avant d'arriver à la numérisation. Et tout ceci sera peaufiné de façon avancée pour pouvoir le conduire à une mise en œuvre totale. Clairement, pour toutes les organisations, nous voyons que le processus CDSS est long et complexe dans lequel le cycle itératif de rapidement doit se faire très tôt dans le processus. Si nous regardons la source des contenus, tous les outils qui ont été évalués ici ont pu être utilisés, ont pu utiliser différentes sources de directives d'évidence en dehors des directives GTMCI. La principale source, on travaille avec des agents de santé primaire. On espère que vous utiliserez différentes sortes de directives suivant le pays. Toutes ces directives auront des recommandations qui peuvent être en conflit. Il s'agit de cycles très longs et certaines de ces directives peuvent être plus à jour que d'autres. Et ceci peut être plus difficile pour des agents de santé pour pouvoir donner leur et la logique de diffusion qui est proposée suivant les directives n'est pas toujours claire. Certaines fois, il faut vraiment pouvoir les interpréter pour porter des ambiguïtés et faire des recommandations qui exigent de donner des évidences et des thèses. Et certaines fois, il faut donner les contextes épidémiologiques pour s'assurer que ces directives conviennent au contexte dans lequel nous les appliquons. Ce qui a été clair pour tous les groupes dans les discussions, c'est que les décisions sur l'étendue de l'outil, la portée de l'outil et les contextes dans lesquels ils doivent être utilisés pour générer de nouvelles recommandations sur les algorithmes doivent être partagées avec les différents acteurs et ça doit dépendre du contexte. Un élément important qui a été identifié et mentionné par tous les membres du groupe a été que des étapes très importantes de ce processus a été la question de la transparence du contenu des algorithmes et de façon à avoir cette possibilité d'examiner, d'analyser, de valider et ces algorithmes par différents acteurs, il faut qu'ils soient des versions lisibles par des humains. Et si toutes les organisations ont développé des formats lisibles par des hommes, on peut dire que les formats peuvent être perdus entre les différents outils. Ensuite, les mises à jour sur le temps sont des choses qui ont été aussi soulignées comme composantes clés. Nous construisons des algorithmes complexes pour s'assurer, il faut attendre qu'il y aurait des difficultés pour s'assurer que l'outil électronique final qui sera et qui va vraiment mettre en œuvre toutes les informations qui pour que
des différences entre les directives et la réalité. Donc, nous sommes tous plus d'accord pour commencer petit et commencer avec les mises à jour, tout en tenant compte du fait qu'il faut garder des algorithmes que les hommes peuvent lire pour pouvoir communiquer sur les décisions clés et quelles décisions après. Donc, en résumé, ce groupe de travail, voici les points que nous trouvons qui ont été très importants de cet exercice. Clairement, pour les organisations qui participent, nous avons vu que les CDSS qui ont rapport au AMCI peuvent assister les agents de santé dans la fourniture de soins de santé basés sur des traitements, l'interprétation et l'adaptation qui est requise lorsqu'il faut traduire les directives narratives CDSS, ce type de collaboration entre les algorithmes, les développeurs d'algorithmes de conduire à des apprentissages partagés. Nous avons identifié des thèmes communs, thèmes courants dans les algorithmes développés à travers les 4 outils de CDSS. Les modifications au contenu, aux structures ont été influencées par le texte. Le processus de développement itératif doit inclure les acteurs dans la définition, l'utilisation et la mise à jour des algorithmes sur le terrain. Et ensuite, nous avons les thèmes communs sur la façon de développer et d'adapter les AFP pour les adapter pour la mise à jour et le développement d'algorithmes pour nos organisations. Il y a eu une grande hétérogénéité dans les processus pour le développement et l'utilisation d'algorithmes. Et le fait que nous étions en train d'apprendre sur le tas, donc ceci nous a permis et nous pouvons partager ce que nous avons fait. Et dans le cours de cet exercice d'apprentissage, nous allons accueillir certains représentants du monde dans le groupe. Il y a eu les directives SMART de l'OMS qui ont proposé des langages communs nouveaux qui pourraient servir de référence pour le développement des algorithmes. Pour nous autres, nous avons remarqué qu'il s'agit d'une grande opportunité pour améliorer la standardisation dans le développement pour pouvoir augmenter la transparence et la qualité de ces outils, des produits finaux que nous sommes en train de développer. Donc, c'est ainsi que nous réalisons que nous sommes vraiment excités d'améliorer nos outils de façon à ce que nous puissions apporter plus de transparence sur ce que nous allons faire pour mieux servir les autres. Je pense qu'après les références, c'est tout ce que nous avions pour vous. Merci beaucoup, Clotilde, pour ce survol de AMCI et CDSS que nous avons pour l'opération. Et comme mentionné auparavant par Clotilde, les premiers jours de ce groupe de travail, l'OMS a publié des directives SMART qui nous ont permis pour pouvoir les utiliser dans le contexte d'urgence et on les appelle les MPR. Dans ce groupe de travail, nous pouvons partager nos expériences pour pouvoir naviguer le processus complexe avec le système numérique. Les pays sont toujours confrontés à trouver des décisions. Il faut, lorsque nous avons plus de directives, permettre de garantir un langage connu et la fidélité du contenu et aux directives de l'OMS. Ceci dit, je veux introduire notre prochain orateur, Dr. Nigel. Il est un docteur médical et sur la santé des enfants, des nouveau-nés et des enfants, et il est membre du groupe de recherche sur les directives. Il a beaucoup d'expérience sur les interventions pour améliorer la survie des enfants dans les pays de développement. Avant de l'OMS, le docteur est un professeur. Il est aussi, il enseigne à l'université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Il va partager aussi avec nous les autres directives par rapport au MCARE. Docteur Nigel, à vous.
Docteur Nagel, est-ce que vous m'entendez? Il semble que nous avons perdu le docteur Nigel. Peut-être qu'on devrait lui donner une autre seconde pour qu'il puisse nous rejoindre. Le voici. Désolé. Parce que j'espère que je suis là. On peut vous entendre, OK. Et c'est coupé au niveau de chose que vous n'avez pas mentionné, c'est que je n'ai pas de compétences numériques du tout. Donc, je me trouve sur une courbe ascendante d'apprentissage euh, auprès de différentes personnes cet après-midi. C'est un plaisir pour moi de partager un peu sur. Il y a eu plusieurs discussions. Et l'OMS s'est embarqué sur la conversion de toutes les directives narratives en directives smart. La question, c'est que le terrain, la question de terrain, a été mentionné dans plusieurs circonstances, les agents de santé ne peuvent pas immédiatement bénéficier totalement des techniques de l'OMS et ils peuvent rapidement bénéficier de ceci pour faire des interventions. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir mon slide, mon PowerPoint. Donc, est-ce que vous voyez? OK. On peut voir votre écran. OK, ça va. De toute façon, comme je disais, je voulais souligner le fait que IMTI est variable. Son commentaire, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles pour traiter les engagements sanitaires pour continuer à améliorer la qualité de la santé. La numérisation des directives serait une grande contribution à divers systèmes de santé qui doivent être considérés en parallèle. Mais certainement, il est très vrai que lorsque nous gardons cette ligne depuis le moment du développement de cette directive, de l'adaptation jusqu'à leur utilisation, ceci peut s'écouler plusieurs années. Et à ce moment, il y a eu beaucoup de travail fait sur le VIH. On a vu que toute l'époque, que ça a pris pour pouvoir traduire cette connaissance en pratique. Ce qui est encore plus clair, c'est que les directives de l'OMS pour les urgences sont encore plus. La plupart des directives pour la santé infantile n'ont jamais été développées pour la santé. Les urgences n'ont pas été adaptées, elles n'ont pas été aussi suffisamment sécuritaires. Donc, on s'est appuyé beaucoup sur certains d'entre vous, ça s'appelle les organisations qui ont été, qui ont représenté cet appel pour savoir ce qui était approprié et ce qui n'était pas. En termes de soins d'urgence, M-Care, c'est-à-dire c'est-à-dire le fait de pouvoir améliorer ces services viennent des urgences. Donc, c'est une question massive. Les chiffres ont été partagés, apparemment, c'est la justification pour les MT. Il s'agit d'une grande concentration de mortalité et au sein des populations déplacées à cause de grandes limitations et sur l'accès aux soins de santé. La vision de MCARE, c'est d'améliorer les résultats de santé des systèmes d'urgence des conséquences en, en rendant disponibles les directives cliniques établies par l'OMS partout où c'est nécessaire. Et le processus de Smart Guideline de l'OMS ne va pas être simple. Allô? Nigel, il semble qu'on a perdu ton audio. Nigel, il semble qu'on a perdu ton audio. Nigel, est-ce que tu nous entends? Nigel?
c'est qu'on a perdu l'intervenant. Nigel, est-ce que tu es au de retour? Je pense que nous avons des difficultés techniques pour pour l'intervention de Nigel. Donc, donc, alors, dans le programme, il y a eu une discussion en table ronde. Il semble que, donc, je ne sais pas si je suggère qu'on passe à la discussion de panel autour de la table. Et pendant, il semble que Nigel est de retour. Bon, Nigel, là. Désolé, désolé. Il semble qu'il y a un problème de connexion. Je pense que cette communauté comprend ce qu'on appelle les directives SMART. Le point principal dans le slide, c'est que l'engagement de l'OMS pour traduire ces directives en directives SMART. Donc, c'est un grand engagement. Et ceci nous place sur une courbe d'apprentissage très pointue. Il s'agit, ceci va impacter certaines organisations dans un certain niveau. Ceci, dans le contexte d'urgence, nous voyons la santé des nouveau-nés, des enfants, ouvre la voie pour le travail d'urgence. Même dans le cadre de la santé des enfants et des nouveau-nés, comme la première phase pour les soins de tous, que les gens veulent développer des prototypes à l'âge de 4 ans. Et il s'agit de choses que nous pouvons tester sur le terrain. Je sais que vous êtes vraiment habitués à ce qui est passer du narratif au niveau opérationnel pour travailler sur des composantes que les machines peuvent lire et nous faisons ceci en parallèle avec, on n'a pas encore eu des contrats avec une plateforme Google. Nous avons des développeurs de logiciels qui développent le niveau 4 et il va compléter le niveau 1, une adaptation au niveau 1 du narratif pour pouvoir adapter le processus de numérisation des. Ceci implique plusieurs personnes qui s'adaptent. Comme nous avançons à travers ce processus, ceci permet de mieux intervenir sur le niveau 2 auquel nous nous trouvons en ce moment. Comme je dis, les questions qui sont maintenant, c'est qu'est-ce qui arrive si les pays ne sont pas dans une position pour pouvoir continuer avec ce genre de travail. Je pense que la nature de ce travail, c'est que ceci peut arriver de façon complémentaire, en agissant, en apprenant et en développant ces outils au niveau des niveaux 4 et 5. Nous sommes en train d'influencer le système sanitaire de ce pays pour pouvoir renforcer la capacité vers la prise en charge et la mise en œuvre de ces outils. Au-delà de 2022, nous voulons élargir la portée au-delà de IMC, c'est-à-dire les soins aux enfants, la prise en charge des enfants. Nous voulons, et certaines des approches que nous avons mises aujourd'hui, celle de l'IA, le Almanach, on s'est dit pourquoi ne pas les adapter. La raison, c'est qu'on veut avoir une plateforme qui puisse servir toutes les populations et c'est pour ça que la décision a été prise pour de construire une plateforme qui puisse accommoder non seulement l'IMCI, mais aussi des choses qui ne font pas partie de maladies cliniques, par exemple la question de développement de l'enfance, la question de santé, d'adolescence, des choses qui pourront nous permettre d'utiliser cette plateforme pour prendre soin des personnes âgées dans les contextes d'urgence et, que ce soit l'Ebola ou la fièvre jaune, etc., qu'on puisse utiliser la plateforme CIEM qui puisse permettre de donner les voies pour prendre les décisions. Nous voyons aussi la valeur de pouvoir de distribuer les contenus de niveau 3 aux partenaires et à plusieurs personnes dans cet appel, il y a plusieurs pays, et même ceux qui ne sont peut-être pas représentés dans ce pays, les solutions de niveau 4 et les solutions
que nous pouvons contribuer à cet effort, c'est que les solutions de droit respectent les directives de l'OMS. Donc, comme ça, nous pouvons fournir un support, un soutien à cette plateforme et nous pouvons leur donner un soutien à chaque fois qu'on doit appliquer l'apprentissage automatique pour pouvoir prendre des décisions. Et nous voyons aussi que nous travaillons de façon rapportée avec plusieurs groupes on valorise beaucoup les organisations de travail que ces organisations font et la référence clinique, les services clients qui ont été fournis par ces organisations qui ont permis de développer ces solutions de MCI avant et qui permettent qu'il y a plusieurs instituts de santé on veut remercier tous ces organisateurs, tous ces participants qui ont permis. Merci Nigel. Merci pour cette belle présentation sur le soin d'urgence et les processus pour utiliser les différents niveaux de ces outils par outils et par technologie. Donc, nous avons entendu de Clotilde qu'au départ de cette séance, sur les différents outils, les similarités qui existent et les différences et les résultats sur les groupes de travail. Elle a partagé aussi les apprentissages, les leçons, comment ces outils ont été développés et mis en œuvre dans les contextes des standards. Et on a aussi appris de Nigel sur ce qui arrive au niveau de l'OMS sur les directives SMART pour donner le fil conducteur qui manque et y compris la documentation, les standards pour guider, orienter la numérisation de ces outils numériques. Ces outils. Je vais maintenant vous inviter à la discussion autour de la table où on va aborder certains des sujets et apprendre davantage sur les différents groupes respectifs qui ont été représentés. Je veux inviter encore une fois Clotilde Rambo, du MSF, et Nadjoana de l'OMS. Et j'aurais aimé inviter Ricardo Lampariello du Père des Hommes. Ricardo est le responsable de ce programme et de ce programme, de la prise en œuvre de ce programme pour l'Afrique de l'Ouest. J'aurais aimé aussi inviter Thorsten Smith, qui est un consultant clinique senior à TPH, qui va partager son expérience avec Amanat. Et on va partager aussi Réunion Chen, qui est du santé à Swiss TPH, et il va partager aussi son expérience avec un outil appelé Epox. Donc, je veux accueillir tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je veux aussi parler de la question de contenu, algorithme, tous les contenus qui ont été présentés aujourd'hui. On a vu qu'il y avait plusieurs outils qui avaient dévié par rapport aux directives de la MCA. Clotilde et moi, on se demande si on pourrait nous permettre de comprendre comment les portées et les contenus ont été modifiés, pourquoi ceci a été fait. Et donnez-nous un petit peu plus de données là-dessus. Merci, Karen. Comme mentionné, on a modifié les contenus pour, premièrement, adapter ceci au contexte. Pour MSF ICARE, notre but, c'était d'essayer d'améliorer la prise en charge. Et une chose que c'est sûr que la MSF a fait pour essayer de donner des directives qui pourraient être applicables de façon rapide dans les contextes où et on a une longue expérience avec des directives standardisées. On a dû standardiser parce qu'on travaille avec des personnes qui viennent de divers endroits du monde. Donc, on a dû standardiser. On a aussi des standards de prise en charge et pour le type de soutien que l'on peut donner pour pouvoir travailler avec notre groupe de pédiatres. Donc, on a rencontré avec l'IMCS, on a vu ce qui manquait pour nous pour mieux supporter les agents de santé pour gérer un enfant malade. Je dois dire qu'il y a deux principales raisons pour le changement. La première raison, c'est qu'on voulait améliorer la prise en charge, pour voir comment améliorer la prescription on a implémenté des tests de paludisme rapide pour la capacité pour traiter
et les prescriptions anti-malaria pour voir qu'avec toutes nos formations pour donner des directives, on voyait encore des pertes non nécessaires et on a considéré la IMCI pour déduire l'alimentation pour pouvoir sûrement identifier les patients qui ont malade ou pas. C'est vrai qu'en regardant ceci, nous avons dû élargir la portée. On a dû ajouter certaines conditions. On voulait s'assurer que les agents puissent écarter les maladies qui n'étaient pas pertinentes pour pouvoir élargir le contenu, la portée. Et ensuite, je pense que dans notre première itération de l'outil, on a vu des études physiques en DRC dans des zones très reculées et les agents de santé ont été très heureux de pouvoir prendre les nouvelles évidences qui ont été incorporées. Et comme ça a permis de le permettre de couvrir plus de conditions. Ils ont eu des difficultés pour prendre les décisions qu'il fallait et des problèmes à la bouche, des problèmes de. Et comme ça, ils ont pu comprendre. D'un côté, on voulait s'assurer qu'on puisse identifier les infections sérieuses et d'autre part, on voulait étendre la portée pour s'assurer que les maladies qui ont été à l'origine de développement puissent être adressées pour pouvoir permettre aux agents de santé de prendre les bonnes décisions. Et je pense que c'est les deux principales raisons adopter l'outil, c'est-à-dire deuxièmement, et couvrir ce qu'on appelle les fièvres non paludéennes et donner les bons diagnostics et prendre les bonnes décisions pour la prise en charge et le traitement. Et Wayne, si je vous pose la même question à partir de votre expérience, oui, je pense qu'il s'agit d'un outil de recherche qui a été développé dans le contexte d'enfants et dans la prise en charge. Il y a deux façons que HIPOC a voulu élargir sa portée pour AMCR. La première chose, pour l'âge, on voulait étendre l'outil aux personnes de 15 à 15 ans, bien que la mortalité soit inférieure à celle de moins de 5 ans. Cette tranche d'âge, 5 à 15 ans, a été souvent négligée. C'est pour ça que la réduction de la mortalité, cette tranche d'âge a été beaucoup plus faible que celle des moins de 5 ans au cours des 2 dernières décennies. En ce qui a rapport à l'augmentation de la portée, comme je l'ai dit par Clotilde et comme on l'a vu de plusieurs outils, les agents de santé demandent souvent plusieurs pour pouvoir augmenter l'adoption, réduire la prescription. Et on peut imaginer des agents de santé qui demandent un outil pour les patients pour pouvoir consolider différents outils pour s'aligner sur la directive nationale et pour s'aligner sur plus de directives et qui leur permettent de prendre en charge. Et comme je l'ai dit, il existe plusieurs directives nationales qui incluent un grand nombre de classifications. Les cliniciens on attend qu'ils puissent gérer ces différences. Et comme ça, ces outils numériques peuvent leur permettre de faire cette gestion de façon plus sensée. En termes de comment élargir ce contenu, on a considéré trois critères. L'interprétation des directives, la mortalité, la mobilité, troisièmement, la capacité de faire les diagnostics. C'est pour ça que, comme exemple, certaines classifications sont adressées par AMCR, inclut par exemple les douleurs abdominales pour les 5 à 15 ans et les maux de tête, les traumatismes qui donnent des pourcentages, les maux de tête 34-80%. Donc, cet outil permet de trouver des directives qui permettent d'aborder ces cas.
En termes de contenu, dans le cas de HIPOC, on essaie d'interpréter un nombre de directives narratives pour les transformer en algorithmes. Et ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il y a des absences de preuves de données probantes. Et les algorithmes sont en train de développer dans certains contextes qui donnent de mauvais résultats dans d'autres contextes. Donc, il faudrait intégrer les diagnostics au moment de valider et d'intégrer ces algorithmes pour des nouveaux contenus. C'est pour ça que dans le cadre de HIPOC, on voit comment on peut intégrer d'autres outils de prise en charge pour aider avec ces algorithmes. Merci, merci. Je veux encore continuer avec les questions sur l'utilisation des outils CPS et des établissements de santé. Clotilde, en termes de flux des questions, l'usage des outils, est-ce que tu peux partager davantage sur la façon dont l'outil a été développé, comment il a été adapté pour fonctionner dans les contextes dans lesquels tu travailles, le contexte humanitaire? Oui, je pense que une chose qui est très importante, c'est une chose sur laquelle je travaille depuis quelques années. Dans les premières années, qui sont de ça, je pourrais dire que on voulait avoir un format électronique pour le IMP. Le travail d'équipe initial, c'est quelque chose qui puisse avoir déjà des flux de travail clinique. Et on s'est dit, on va les donner à l'équipe numérique et comme ça, il pourrait nous donner quelque chose de pour mentionner que la première itération de ces choses, c'est qu'on s'est débarrassé du format papier parce que ceci n'était pas pertinent pour un processus de continuation. Lorsqu'il y a payé, on peut avoir la première question, on cherche est-ce qu'il est en danger, est-ce que l'enfant est en train de réaction multiple, l'enfant a des convulsions, la prochaine question sera oui, est-ce que l'enfant, et ça cause des problèmes parce que la convulsion, c'est que la prochaine étape ne serait pas continuer l'évaluation, ce serait arrêter et gérer cette question de convulsion. Donc, au moins, c'était tôt dans le processus, on a réalisé qu'on ne peut pas faire ceci, même si c'est ça de directive narrative comme un livre avec la définition des maladies, c'est vraiment un algorithme. Mais les syndromes, on ne peut pas implémenter le flux qui a été proposé dans l'MCA et pour aider les cliniciens à pouvoir développer des évaluations adéquates. Et on a vu, comme on l'a vu dans le chat, comment améliorer la détection de. Donc, l'objectif de CSS, ce serait de pousser les agents de santé à suivre les différentes étapes qui puissent permettre d'assurer la sécurité des patients et de façon à faire une vérification systématique des signes de danger. Et comme ça, si nous allons un petit peu plus vite, je pense que l'un de nos buts a été de voir comment utiliser ce concept de SI, cette approche de SI, basée sur les symptômes de façon simple pour les agents de santé qui ne sont pas des médecins. Il faut voir comment penser largement avec les professionnels pour voir quelle est la meilleure façon d'évaluer le patient, quelle est la meilleure séquence de choses que nous voulons établir et ajouter certaines nouvelles conditions pour s'assurer que nous détections les maladies bactériennes. Par exemple, AMC a une boîte pour la fièvre, ça permet d'identifier sûrement les patients qui ont besoin d'antibiotiques, qui n'ont pas besoin d'antibiotiques, vont vraiment orienter. À ce moment, on peut cliquer sur la boîte de fièvre et comme ça, on peut l'intégrer dans toute la structure de l'algorithme. Ce que nous avons maintenant, c'est quelque chose qui nous permet de nous assurer de détecter les cas graves et comme ça, on pourra les référer, comme ça, on pourra faire une évaluation par étape
est basé sur les présentations symptomatiques de l'enfant et pour nous assurer que nous recherchions et nous écartions toutes les maladies bactériennes avant d'arriver à un diagnostic qui est un diagnostic par exclusion et qui permet qu'il n'y a pas de signe de maladie bactérienne. À ce moment, cet enfant peut être envoyé en sécurité à la maison avec un traitement enzymatique, sans antibiotiques et avec l'éducation de la mère pour qu'elle puisse prendre en charge cet enfant. Et donc, c'était pour nous et mettre nos efforts pour reconfigurer la structure. Il ne s'agit pas d'évaluer différents syndromes, côte à côte comme c'était dans le IFCI, mais il s'agit d'un outil pleinement intégré pour s'assurer que l'enfant puisse recevoir les meilleurs soins possibles. Merci Clotilde. Ewen, est-ce que je peux te poser la même question du point de vue de HIPOC qui a été utilisé surtout pour la recherche? Ce que j'espère à dire pour c'est mise en œuvre dans le contexte de recherche. Et on a essayé d'évaluer dans différents contextes. On partage beaucoup de certaines choses que Clotilde a partagées avec nous. Et pour synthétiser les directives de l'IFCI et de l'IFCI national, nous, le plus important, c'est d'essayer d'avoir un outil qui suive le flux d'une consultation médicale normale. Lorsqu'on était en train d'évaluer différents logiciels pour exécuter l'algorithme sur l'application CDSS, nous avons constaté que la plupart des logiciels ont été développés pour la collecte de données avec certaines limitations pour suivre le flux clinique des consultations de routine. C'est pourquoi, sous la direction du centre, nous avons décidé de développer notre propre personnel logiciel qui permet de personnaliser l'application pour me suivre le déroulement normal des consultations en séparant les questions. Un autre exemple, c'était le développement on a dû adapter la numérisation des directives papier dans la section de contexte d'urgence donc on reconnaît tous que comment les algorithmes contexte de CSS ne permettent pas de prendre des décisions dans toutes les situations. On a vu par exemple des enfants qui sont examinés avec des convulsions dans lesquelles les agents de santé ont arrêté d'utiliser l'application pour prendre soin de l'enfant. Donc, sur la base de ceci, nous avons développé un bouton d'urgence qui peut être reconnu, choisi à n'importe quel moment, quel soit le patient, pour recevoir des directives de prise en charge d'urgence. Par exemple, un enfant avec des convulsions, par exemple, pour pouvoir savoir quel processus suivre. Finalement, dans cette question de numérisation de processus, l'une des plus grandes limitations de plusieurs logiciels, c'est qu'ils font souvent des connaissances informatiques pour programmer les algorithmes. Ils ne sont pas souvent lisibles pour l'homme, comme Nigel l'a mentionné. Donc, ceci rend la validation et la révision des algorithmes difficile. Donc, dans notre logiciel, des efforts ont été faits pour créer une plateforme qui est facile à utiliser pour les cliniciens et ayant des connaissances informatiques minimales pour que ces directives puissent être lisibles par les hommes. Merci beaucoup, Hénin. Donc, comme tu l'as mentionné, la question de validation, je veux demander à d'autres membres du panel que je pense que je peux dire quand vous modifiez et transcrivez un protocole reconnu de façon internationale, comment vous vous assurez que le contenu clinique est solide et que votre CDSS final reflète fidèlement le contenu des algorithmes que vous espérez? Austin, merci. Et Karel, je veux dire qu'au fil des ans, nous avons appris qu'il y a 3 aspects essentiels en matière d'assurance qualité pour le CDS. La première, c'est que on est convaincu que la responsabilité finale du contenu clinique de CDSS ne peut pas incomber aux développeurs. C'est le devoir de l'autorité sanitaire locale. C'est pour ça qu'ils doivent approuver les directives cliniques. Et c'est pour ça que dans le projet, on permet le contenu clinique des algorithmes
nouvellement transcrits, le soumet à l'examen et l'approbation de groupes d'experts externes avant de finaliser l'algorithme. Donc, cette procédure a garanti que l'algorithme de CDSS sont conformes aux protocoles nationaux et aux normes internationales de traitement fondées sur des données probantes. Le deuxième point, c'est que en tant que développeur, nous devons nous assurer la qualité technique de l'outil. C'est pour ça que nous avons introduit des procédures de tests de validation standardisées dans le processus de développement. Ce processus a été également vérifié au niveau de la fiabilité. On a testé la fiabilité clinique de l'algorithme. On teste aussi la fonctionnalité. Est-ce que l'outil fonctionne comme il le devrait? Est-ce que chaque question donne lieu à une réponse qui fait du sens? Troisièmement, comme Claude l'a mentionné dans sa présentation, le contenu et la fonction de l'outil doivent être adaptés au travail sur le terrain. C'est pour ça que les algorithmes, c'est très important que les algorithmes soient adaptés en permanence, sinon être révisés. Autrement, le CDSS devient rapidement obsolète et est perçu comme de mauvaise qualité. Et la mise en œuvre au Nigeria nous a montré que c'est avec des outils de bonne qualité qu'on peut obtenir l'acceptation locale de l'utilisation et de l'intégration de cette nouvelle technologie. Et comme ça, ils pourront être intégrés dans les pratiques de routine. Donc, ce sont des technologies nouvelles, il y a de la résistance là-dessus lorsqu'on va les présenter, mais c'est important si nous voulons améliorer, si nous voulons avoir un impact, ceci peut seulement arriver si nous présentons l'outil et cet outil est accepté. Il n'y aura aucun point si cet outil n'est pas utilisé, si personne ne l'utilise pas. Si c'est trop complexe, s'il est de mauvaise qualité. Merci, Torsten. Il semble qu'il y a beaucoup d'efforts tout au long du cycle de vie du CDSS pour assurer la qualité, pour s'assurer que la qualité reste élevée. OK, ça attire vraiment l'attention sur l'aspect d'une mise en œuvre à long terme en gardant une qualité optimale. Je voudrais diriger cette prochaine question à Ricardo. Et maintenant, avec IEDA, maintenant, vous êtes en train d'utiliser cette question pour Burkina Faso. Lorsque vous prévoyez passer à l'échelle au Burkina Faso, comment vous avez planifié cette étape? Quel est l'objectif des acteurs pour s'assurer du succès du processus de mise à l'échelle? Merci. Bonjour à tous. Le rôle des acteurs est fondamental et dans le déploiement de ces outils. Et nous autres, au Burkina Faso, nous voulons partager de belles leçons à ce sujet. En tant qu'on rappelle au Burkina Faso, le ministère de la Santé, en collaboration avec a construit le modèle IONA il y a 10 ans de cela. Aujourd'hui, 90% des, des, des établissements de santé dans le pays sont équipés avec cet outil et 90% des consultations d'enfants sont supportées par IEDA. Pour donner une idée de cette réalisation, aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 consultations qui sont exécutées chaque jour au Burkina Faso avec cet outil. Pour un total, aujourd'hui, et le but de cette échelle a permis de gérer de façon efficace tous les acteurs. Le fait est qu'il y a beaucoup plus d'acteurs que ceux que nous pensons pour commencer. D'un côté, nous avons la nature multisecteur de la santé numérique implique de traiter avec un large éventail de fonctions et d'utilisateurs, des ingénieurs, des institutions. Et maintenant, l'expérience montre que parmi ces milliards d'acteurs que nous pouvons, ils peuvent promouvoir, bloquer la mise à l'échelle de cet outil, même si le projet est cliniquement, techniquement, médicalement le meilleur outil médical.
Et un autre aspect très important, c'est que, en dépit de la dimension, la santé numérique représente une opportunité. Il doit subir un changement. Combien la résistance. Pour pouvoir passer à l'échelle, il faut avoir le soutien de tous les acteurs. Et ceci demande du temps et des ressources. Par exemple, il est question du le ministère de la Santé. Donc, on est d'accord que le ministère de la Santé doit être celui qui dirige cette mise à l'échelle. Mais le ministère de la Santé, certaines fois, est composé d'une multitude de départements. Des santé materno-infantile, des statistiques, les systèmes de formation sanitaire, et vous avez le département de programme, malaria, etc. Et ils doivent tous, les intérêts ne sont pas toujours convergents. Maintenant, il faut pouvoir naviguer au sein de tous ces acteurs et comment assurer qu'ils sont en train de supporter de façon simultanée, ils ne sont pas en train de bloquer le déploiement. Et l'autre question, c'est comment interagir avec, avec au niveau politique, au niveau technique, ou bien les deux à la fois. Au niveau politique, nous avons une couche, mais il y a aussi d'autres ministères impliqués pour lesquels il faut obtenir le soutien. Par exemple, le ministère de la Communication, le ministère de la Finance, le ministère des services postaux, etc. Plusieurs autres. Et même lorsque vous avez obtenu le soutien des ministères, ceci ne suffit pas. Si vous voulez passer vraiment à l'échelle, il faut aussi avoir le soutien au niveau opérationnel, au niveau du terrain. Donc, par exemple, les questions, les directeurs régionaux de santé, etc. Assurer qu'ils sont en train de supporter les initiatives de santé numérique. Et travailler avec eux. C'est la question. C'est peut-être parce qu'ils peuvent mieux faire le suivi de cette initiative. Et vous avez aussi les agents de santé eux-mêmes, bien sûr. Il faut nous assurer que les outils, les tablettes, ils donnent, ils ajoutent de la valeur vraiment à leur travail et dans leur vie occupée, qu'ils puissent choisir de les utiliser parce que c'est bénéfique pour eux. Les acteurs clés sont aussi les communautés, les prestataires de soins. Et, et si l'un des parents demande que l'enfant soit consulté avec l'outil numérique, il croit que cet outil peut donner, et si c'est la communauté qui décide de lever leur propre fonds pour acheter une tablette, pour remplacer des panneaux solaires classiques. C'est ce qui est arrivé au Burkina Faso. Et grâce aussi à une campagne de sensibilisation qui a été conduite auparavant. Encore une fois, avoir un outil très performant est fondamental, sans doute, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi les soutiens, les soutiens, les modules particuliers processus pour pouvoir créer quelque chose. Je pourrais aller des heures pour créer les acteurs locaux, les instituts de santé, etc. Mais vraiment, mon message, c'est que pour montrer comment gérer les acteurs et comment leur donner des initiatives. Et j'encourage tout le monde, ceux qui travaillent de la mise en œuvre des de santé numérique, pour penser sérieusement sur les âges des acteurs et pouvoir faire une analyse des acteurs pour pouvoir comprendre leur domaine d'intervention au niveau médical et technique. Et malheureusement, ceci prend beaucoup de ressources, mais ceci est essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ricardo, pour avoir partagé les données de la mise en œuvre. On me dit que je suis en retard, donc je veux juste demander rapidement à Thorsten de votre expérience avec Almanac. Ricardo peut aussi intervenir pour compléter sa réponse. Comment vous supportez cette initiative? Il semble que c'est un écosystème très complexe et vous avez été sur ce pays pendant longtemps. Est-ce que vous pouvez partager certains des apprentissages, des leçons que vous avez apprises sur le terrain? Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que Ricardo vient de mentionner.
la question de gérer les acteurs pour qu'ils soient impliqués. Je suis convaincu que notre apport du CDSS n'est pas durable par le fait de sa conception. La numérisation peut apporter de nouvelles opportunités. C'est arrivé de façon mondiale, que vous voulez dire ou non. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons des évidences solides que le CDSS aide dans ce processus. Et on a eu des études avec notre partenaire en analyse ministérielle, avec Almanach. On a vu que Almanach a été un facteur clé pour supporter, renforcer cette stratégie. Et ceci a permis de voir si le contexte est très pauvre, pauvre en ressources, de plein décisions cliniques, des systèmes, et apporter des améliorations. Et ceci apporte deux avantages au DSS. Elle fonctionne bien avec les ressources. Elle ne repose pas sur des scénarios idéalistes et réalistes. Le travail et agent de mise fait travailler et de se rapprocher avec ses agents, ses acteurs et de les supporter les autorités locales pour qu'ils puissent maintenir la mise en œuvre de façon indépendante à long terme. Je suis convaincu que ceci est essentiel pour s'assurer qu'on n'est pas en train de créer de nouvelles dépendances pour ces pays. Ces pays deviennent nouvellement dépendants dans d'autres termes avec les pays. Je pense qu'au Nigeria, on a une stratégie pour l'engagement dès le commencement du projet. Cette année, en 2021, et le projet sera transmis de ICRC, de CICR, à l'Agence nationale des points de santé. Le secrétaire des hommes fait actuellement la même chose avec le D, avec DA au Burkina Faso. Donc, on partage, on a vu que les deux plus grands apprentissages un défi sont obtenir le financement nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement, avoir le financement nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement, par exemple les frais de serveur, les tablettes, etc. Le deuxième point, c'est de renforcer les capacités locales pour que le personnel local puisse avoir une expertise technique suffisante pour gérer et entretenir le CDSS. C'est pourquoi, au cours des années, nous avons formé de façon intensive nos partenaires dans les pays aux compétences techniques acquises. Et c'est pour ça que je suis heureux du projet de l'OMS de publier les directives SMART. Parce que ceci va donner à nos collègues de structure, de collègues de pays solides et bien validés sur laquelle ils pourront fonder leur future mise à jour des lignes effectives. Et ceci aide en termes de durabilité. Et peut-être un dernier point sur la gestion indépendante de ce CDSS dans le pays. Même lorsque nous avons trouvé des gens très talentueux avec qui travailler dans le pays, le problème reste, c'est que nous avons le nécessaire pour que ces personnes restent engagées dans leur poste au fil du temps. Donc, contre le transfert de l'expertise technique, nous travaillons ensemble sur des plans de développement et commercial qui garantissent les moyens financiers nécessaires au fonctionnement de ce système à l'avenir. Merci. Ricardo, je te passe le micro. Et ce sont vraiment des défis très importants, comme tu l'as dit. La question de durabilité demande l'intégration totale des outils numériques. Et ceci n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, pour assurer la durabilité, comme mentionné par mon collègue, il faut construire des capacités, renforcer les capacités locales qui adressent les aspects techniques de la santé numérique. Par exemple, ça ne suffit pas de le serveur local. Il faut avoir des serveurs robustes qui sont rapidement et préparés. Autrement, les numériques, pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'expertise qui doit être en place. Et bien sûr, la renforcement de capacité n'arrive pas du jour au lendemain. Et il faut un plan à long terme. Il faut un plan à long terme. Et il faut que ceci soit supporté au haut niveau.
et au plus haut niveau par les décideurs. Ce qui est important, et c'est ce qu'on a fait au Burkina Faso, on a apporté aux preneurs de décision deux types de preuves. Premièrement, c'est que donner les preuves que l'outil numérique fonctionne. C'est ce pourquoi il a été conçu. Et deuxièmement, que la question de coûts associés. Donc, c'est deux types de preuves. Je sais qu'il nous manque de temps. Ce serait, on va se concentrer principalement sur l'aspect des coûts, parce que ceci est très important, spécialement lorsqu'il s'agit de pays à faible niveau. L'école d'hygiène de médecine tropicale de Londres a établi une évaluation de l'Internet pour fournir ces preuves. Et le résultat, c'est que les décisions, ont été déployées au Burkina Faso et a donné lieu à des économies financières pour ce pays. On a estimé jusqu'à 1,6 million de dollars par an. Et ceci seulement pour la question de preuve. Fièvre, pardon. Donc, il s'agit, nous avons un argument fort pour garder la question de notre capacité et pour pouvoir garder l'initiative numérique pour les élever de l'agenda des décideurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres arguments, mais il s'agit d'une question de pas de temps. Donc, je te remets le microphone. Comme mentionné, on n'a pas de temps, mais je veux aussi poser cette dernière question avant d'aller à notre question-réponse. Nigel, les directives en SMART, nous avons les organisations, les personnes qui veulent comprendre la vision du rôle de l'OMS dans ce domaine, où de multiples facteurs évoluent actuellement. Et quelle place pensez-vous que l'approche des directives SMART devrait prendre dans ce nouvel processus? Et quelle est la place que les approches des directives SMART de l'OMS devraient prendre? Quelle est leur place dans le... Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre la question du dispositif de recommandation. Il s'agit d'un instrument comme IMP. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas une autre recommandation. Que nous ayons un processus sur l'évaluation, spécialement sur ce qui est la valeur des antirétroviraux et de ce qui pas. Et ces choses génèrent des recommandations. Ces choses consolidées en directive, ça vient d'un document qui exactement voici quel antibiotique presque de quel circonstance. Cette traduction en outil opérationnel est ce dont c'est ce que l'IMPI a cherché à délivrer au cours des années. Ça ne pas aujourd'hui. Dans un sens, le terme directive smart est un petit peu mal placé, c'est un mauvais nom parce qu'il dit que l'outil lui-même est une nouvelle directive. Pour l'OMS, qu'il s'agisse de l'IMPI ou de n'importe quel paquet, c'est la distillation, c'est la mise en commun de ces recommandations. Il y a un processus de directive, par exemple, comment traiter un enfant et une situation plus sévère. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle les directives par emploi. Les directives SMART sont une traduction de toutes ces décisions cliniques et comment les mettre de façon efficace entre les mains de l'agent de santé pour qu'il puisse utiliser ces décisions dans un contexte. La beauté de ces solutions numériques, c'est que le potentiel de pouvoir pousser ceci dans les mains des agents de santé, des décisions qui peuvent être faites autour de cette situation pour pouvoir couvrir en niveau 1, niveau 2, ça ne concerne pas vraiment ce qui se passe au niveau. Plutôt, c'est de rendre le contenu de l'histoire disponible à n'importe quel groupe parce qu'il s'agit de matériel disponible ouvert en open source. Je pense que ceci ouvre la direction vers laquelle nous allons. Il semble que l'engagement de l'OMS pour
placer ce qu'on appelle les directives cliniques pour pouvoir garder les directives de niveau de minimum. Donc, je pense que c'est l'engagement primordial de l'OMS. On veut développer des outils de référence, des applications de référence de l'OMS, et c'est pour ces raisons que Ricardo, Claude, Thurston et autres ont déjà commencé. Mais il s'agit de la direction où nous allons. Deux autres choses que je peux ajouter, je sais, conscient du temps, l'une des tensions qui existe dans tout cela, c'est la tension que Rainer a mentionnée sur la question du test de terrain dans notre environnement de recherche, pour essayer de faire rendre ceci autant possible dans le monde réel. C'est la question de qualité et la qualité des soins. On a connu la qualité des soins depuis des décennies, que les gens prennent des raccourcis en matière de prise en charge parce qu'à ce moment, ils ont une question de temps, la question du temps. Je pense que les solutions numériques peuvent, peuvent augmenter la quantité des gens, mais ils peuvent suivre le futur avec plus de fidélité. Ça n'est pas sur le temps. Et ce a un coût qui est difficile à mesurer. Et du même coup, une chose qui a été ajoutée, c'est la qualité des soins. On peut mesurer la qualité des soins et ceci permet que ces données peuvent retourner aux districts sanitaires, ce qui permet de sauver du temps, d'envisager d'une création très compliquée de comment trouver l'équilibre entre toutes ces choses. Et je pense que l'opportunité que donnent les solutions numériques sont énormes. Parce que c'est vrai que pour la qualité, ça prend du temps. Une dernière chose, c'est une chose que, sur laquelle a commenté avant, AMCA a un outil capable. Il y a beaucoup de points qui ne sont pas encore adressés. Il y a quelque chose n'a pas encore adressé sur le papier. Donc, l'agent de santé est délaissé, il doit traiter mais les gens se trouvent certaines fois, ils se trouvent dans un cul de sac, ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qui arrive si on ne peut pas faire de référence? Parce que les références sont retardées, quoi faire? Ne pas pousser les choses au-delà de ce que l'IMCI peut faire. Merci. Merci, Nigel. Avant de passer aux questions-réponses, juste une question suivie. Tu as parlé des concepts de temps. Il y a une vision que l'OMS aurait intégrée pour avancer vers une approche plus intégrée vers les soins de santé, puisque les directives SMART prennent différentes formes pour donner des directives. Est-ce que leur vision ajoute l'intégration de différentes ces programmes des directives de soins de santé qui sont basées sur différentes maladies? Je pense que la réponse rapide, c'est oui. Et c'est l'une des idées que nous avons, même lorsque nous avons besoin d'experts pour les urgences, il y a des réglages stables pour les enfants, il s'agit d'enfants en situation de dépassée, ou bien dans des contextes donc, leurs besoins de santé ne sont pas seulement des questions de guérison de maladie, ils ont besoin d'immunisation, d'orientation sur l'allaitement maternel. Donc, il s'agit de MTR sur la probabilité que l'OMS. Je pense que c'est déjà sur la table et on est en train de développer une application pour les contextes d'urgence. Depuis les 2 dernières années, on est en train de parler sur les visites, sur la prévention des maladies et la prévention de la santé. Il s'agit de choses qui sont en cours. Et encore l'une des raisons pour lesquelles nous avons une plateforme pour adapter ce qui est idéal, parce qu'on voit le besoin d'aller plus loin que les maladies, d'avoir une plateforme qui puisse offrir une promotion sanitaire de façon large,
pouvoir apporter des soins de question de handicap. On a déjà date pour la santé mentale des adolescents. Donc la réponse à la question, ce serait oui. On peut voir à l'intérieur de MTR, on veut voir une vision de est-ce que l'enfant est malade, est-ce que l'enfant vient parce qu'il se porte bien et est-ce qu'il y a des routines. Donc, ceci est déjà pris en compte dans le MTR. Et donc, ce ne sera pas seulement IMCI, ce sera davantage. Merci beaucoup, Naïtel. Donc, pour la dernière minute qui me reste, je prendrai 2 questions pour la séance de questions-réponses. La première est celle-ci aux représentants de CSS. Est-ce que vous pensez que votre travail et les leçons apprises et en essayant de mettre en œuvre les directives dans le CDSS, est-ce que ces leçons pourront être renvoyées aux directives qui doivent être mises à jour? Est-ce que quelqu'un voudrait aborder cette question? Est-ce que tu veux répondre à ça? Oui. Oui, je pense que ceci arrive actuellement dans ce regard des difficultés de MSF. Ce qu'on est en train de développer avec ICARE au MSF, c'est le premier protocole pour le traitement et pour la MSF. Pendant tout ce processus, nous avons réalisé que c'est ce dont on était en train de parler, c'est créatif. Et ceci n'est pas limitation telle que haïtien et fait que différents types de directives et de recommandations qui se poussent à aller plus loin dans pour essayer de donner des recommandations qui sont adaptées aux différentes professions des enfants. Chaque fois que nous faisons l'intégration, nous avons été confrontés nous sommes confrontés à la pratique telle qu'elle se fait sur le terrain, dans la clinique, pour voir les éléments qui manquent et pour voir comment que ceci n'est pas encore une objective narrative. Je pense que ceci a aussi rapport aux objectifs à long terme ou les rêves à long terme que nous avons. En faisant ceci, nous essayons aussi d'encourager de meilleures pratiques, de meilleures données en clinique et dans la liste de questions de que dans le pour certains des membres qui sont déjà engagés dans ce processus, ils considèrent comment toute la numérisation est supportée sur l'outil, voir comment ceci peut nous aider à identifier comment et améliorer la prise en charge pour de meilleurs résultats pour les enfants. Je pense que dans l'année 4 ou 5 des directives SMART, nous autres à MSF, nous avons tenu compte de ceci parce qu'on regarde davantage au contexte humanitaire, on regarde davantage aux outils qui nous permettent de la performance, le renforcement des capacités des agents de santé pour avoir des outils qui puissent permettre aux agents de santé de fonctionner sur le terrain. Je peux ajouter juste quelque chose. Une fois ça retourne à des questions qu'on appelle que des directives éprouvées. Je pense qu'il y a de la place pour les deux, pour l'intelligence artificielle et toute évaluation au niveau de l'efficacité on croit et on peut avoir pour savoir quelles enfants ont notre antibiotique et pour un type de directive. Un directive de décision publique. Une évidence que l'outil numérique peut donner une évidence pour ce genre de décision. Ceci est différent de la façon différent de la façon dont la prise en charge est mise en œuvre. Voir comment que l'évidence, quel enfant a besoin d'antibiotiques et il y a aussi le séquencement de la prise en charge, le type de données qui revient, une plateforme qui peut contribuer à ces deux choses. Mais les deux sont un petit peu légèrement différents. Une personne a posé une question sur les documents de l'OMS sur les urgences et on a suivi le même processus de consultation en voyant que les solutions pour les orientations stratégiques sont vraiment des domaines très importants dans lesquels on n'a pas eu des évidences de c'est un domaine très complexe
qui permet, qui nécessite des essais qui est très complexe du point de vue technique, c'est-à-dire de la recherche, voir aussi plusieurs recherches, plusieurs contextes d'urgence où la recherche peut se produire et certainement avec l'espoir d'utiliser des outils numériques qui soient fiables. Merci beaucoup, Michael. Je pense que maintenant, l'heure s'est écoulée. Il y a plusieurs belles questions, bonnes questions dans le chat. Je pense qu'il y aura peut-être davantage de discussions sur ce sujet dans les conférences futures, mais contacter les panélistes. Je pense que leurs informations doivent avoir été partagées, spécialement dans les invitations. Mais je pense que je vais aussi passer le microphone à GDN, aux organisateurs, pour pouvoir clore la rencontre. Et merci à tous les panélistes et à tous les participants. Merci, Karel. Merci à tous, ceux qui on a dépassé le temps est parti. Il y a eu beaucoup d'intérêts, de questions. Donc, je veux remercier tous les panélistes, les modérateurs Karel, Christine, Réunion Nigel, et Ricardo pour leur présence aujourd'hui, le partage de l'expérience de ce processus. J'espère entendre davantage sur ce travail pour avoir un sujet qui répond au temps et pour avoir la mise en œuvre, pour savoir comment ceci va impacter les résultats au niveau terrain et la livraison de services, prestation de services. Je remercie tout le monde. Je remercie à Frédéric. Merci à tous les autres, à tous ceux qui étaient là en arrière, qui se préparaient pour la séance. Et aussi merci à nos participants qui ont été là. J'espère que vous aurez une bonne journée, bonne fin de journée, où que vous soyez. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.